On va en parler bien sûr pendant toute cette émission. Alors et si les Mahorais et les Mahoraises s'imposaient au-delà des frontières de Mayotte comme des exemples pour l'entrepreneuriat social et solidaire? Bah oui, c'est possible. Et pourquoi pas? Ce mois-ci, c'est le mois de l'ESS en France. C'est un mois pour faire découvrir les talents, découvrir les techniques aussi, découvrir les modèles économiques qui font la réussite de ces entreprises et de ces associations que vous montez tout au long de l'année, des associations et des entreprises tournées vers l'intérêt général. Alors, dans Oui Mayotte aujourd'hui, nous allons partager les ingrédients du succès de l'ESS à la mahoraise. Nos invités sont là pour en témoigner. Comment font-ils? Quel est leur ADN? Par quelles épreuves sont-ils passés? Quel équilibre ont-ils trouvé? C'est le sujet de ce 9e épisode de Oui Mayotte. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Deux entrepreneurs mahorais qui Bonjour. ont choisi l'économie sociale et solidaire. Une personne qui représente la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire à Mayotte, et qui va nous aider à comprendre un petit peu les spécificités de l'ESS à la mahoraise. Est-ce que vous m'entendez bien tous les trois? Oui, c'est parfait. Alors, Oui, bonjour à vous. Je vais me permettre de vous présenter. Je vais commencer par les deux entrepreneurs. Alors, Moussouali Bakar, dit Mousse, merci d'être avec nous. Vous êtes mahorais d'origine, mais vous êtes en métropole depuis 2006, créateur d'un garage automobile, un garage automobile solidaire. Vous êtes dans l'Allier, le département de l'Allier, dans la commune d'Yzeure précisément. Le garage Marteau Solidaire qui fait de la préparation de véhicules, la réparation de véhicules toutes marques. On en parlera dans un instant avec vous, Moussouali. Merci beaucoup. El Farouk Adinani, vous êtes ingénieur, informaticien. Vous êtes à Mayotte, donc il est 18h pour vous, 18h03. On est en direct, bien sûr, comme pour chaque émission de Oui Mayotte. Vous avez co-créé une structure de l'ESS qui s'appelle Cyrel 976 et qui développe des applications web, des applications mobiles dédiées à l'intérêt général des habitants de Mayotte. Vous allez nous en parler, bien sûr. Beaucoup de projets ont déjà vu le jour. Certains connaissent déjà Garico, notamment, que je vais citer. Garico, qui est cette application de covoiturage. Mayotte Go, ils sont au service du tourisme, Parler, bien sûr, beaucoup ont du déjà vu le jour. patrimoine, du développement. Alors attendez, on a un son qui est... J'entends quelqu'un me parler, mais je vais essayer de continuer. Bon, ces applications, on en parlera, sont au service des Mahorais, bien sûr, sur l'île de Mayotte. On le verra dans un instant. Mélanie Gaonac, vous êtes représentante de la CRES de Mayotte, coordinatrice d'ailleurs d'un dispositif qui vient en aide aux porteurs de projets de l'ESS. Ce dispositif, c'est Made in ESS. Vous nous expliquerez pourquoi et comment la jeunesse mahoraise est devenue championne du monde de l'économie sociale et solidaire. J'introduisais un peu sur ce sujet-là, vous allez nous en parler. Baraka Aboubakar, vous êtes avec nous également pour introduire ce webinaire. On va vous voir apparaître dans un instant. Baraka, vous êtes chargé de marketing territorial à la délégation de Mayotte à Paris. Chargé de marketing territorial, ça veut dire que vous vendez l'image de Mayotte sur le territoire de la métropole, vous le défendez en tout cas. Pourquoi c'est important pour vous et pour la délégation de Mayotte à Paris que l'ESS mahoraise soit mise en avant? Bonjour Marilyn, bonjour à tous les Mahorais qui nous suivent en métropole et bonsoir aux Mahorais qui nous suivent à Mayotte. Alors dans le cadre de la promotion du savoir-faire mahorais, il nous a semblé important d'aborder le sujet de l'économie sociale et solidaire et ses spécificités à Mayotte. En effet, l'ESS fait partie intégrante de l'ADN mahorais. Pour vous donner un exemple concret, le microcrédit solidaire, qu'on appelle Chicoa à Mayotte, est un procédé ancestral transmis de génération en génération. De plus, le département accompagne les porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans l'économie sociale et solidaire. C'est donc l'occasion pour nous de présenter les initiatives menées dans notre territoire et de mettre en avant les acteurs de l'ESS présents à Mayotte ou en métropole. Enfin, je tenais à souligner que ce webinaire est organisé grâce à l'appui de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte, la CRES, qui a mis en place des événements
tout au long de ce mois de novembre dédié à l'ESS. Ma collaboratrice, qui est coordinatrice du dispositif Made in ESS, vous en parlera davantage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Merci, merci beaucoup pour cette intervention, Baraka Aboubacar. Merci beaucoup. Je vous rappelle à vous qui nous suivez en direct sur le Facebook de la délégation de Mayotte à Paris ou alors sur le Facebook du département de Mayotte. Vous êtes peut-être connecté sur la page ma page Facebook également. Vous avez la possibilité d'interagir dans ce webinaire puisqu'on est en direct pendant 1 heure. Vous avez la possibilité d'interagir en laissant vos commentaires, vos questions sous la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, on va les reprendre, on va me les transmettre et puis je pourrai les poser les questions que vous souhaitez ou même lire vos remarques directement à l'écran. N'hésitez surtout pas à nous écrire, nous sommes en direct aujourd'hui, jeudi 17 novembre. Pour lancer les discussions d'ailleurs, tiens, je voudrais faire un petit sondage. Vous qui nous regardez, Mahorais, Mahoraises, je voudrais vous poser une question et vous allez pouvoir y répondre justement dans la suite de la vidéo, là, dans les commentaires de cette vidéo. Pour quelle cause sociale, vous pourriez créer une structure de l'ESS ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de créer une entreprise de l'ESS ou une association, bien sûr ? Peut-être que vous êtes d'ailleurs en train de monter un projet. Peut-être l'avez-vous déjà monté récemment. N'hésitez pas à nous en parler aussi dans les commentaires, à nous laisser un peu, à nous expliquer un peu comment vous faites. Ça sera avec plaisir que on en parlera aujourd'hui. On va commencer par parler de l'ESS à Mayotte. On parlera dans un deuxième temps de l'impact que l'ESS peut avoir pour les Mahorais et pour l'île de façon générale, et puis des clés de réussite de l'ESS mahoraise. On va essayer de faire connaissance avec des projets de l'ESS. Combien sont-ils ? Dans quel secteur on crée de l'ESS à Mayotte? Quel est le modèle économique? Mélanie Gaonac, c'est à vous que j'ai envie de poser la première question. Alors, est-ce que c'est vrai que les Mahorais et les Mahoraises, d'ailleurs, sont champions du monde de l'ESS? Oui, on peut le dire. Et puis, on va le démontrer justement à travers ce webinaire, à travers les différents échanges et puis les différents chiffres aussi qui sont parlants pour le territoire de Mayotte. Ouais. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Dites-moi un peu, peut-être déjà une définition, qu'est-ce que c'est que l'ESS? On parle d'économie Alors, sociale et solidaire. Il y a quand même un cadre dans ce secteur de l'ESS. oui, effectivement, donc on a la loi donc, du 31 juillet 2014 donc, qui permet de la reconnaissance justement de ce modèle d'entreprendre. En fait, ce modèle d'entreprendre, l'économie sociale et solidaire, va permettre de créer de la richesse, de l'emploi. Elle va permettre de développer aussi des produits et des services donc, qui vont viser l'intérêt collectif. Elle va impliquer aussi les citoyens. Elle va permettre aussi de respecter l'environnement et c'est aussi des entreprises qui vont être de proximité avec le territoire, avec sa population. Donc, l'ESS, il faut savoir qu'elles vont répondre à trois valeurs, qui sont l'utilité sociale, qui sont la gouvernance démocratique et l'équité. En définitive, ça va être quoi? Ça va être un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Quand on parle de gouvernance démocratique, ça va être une personne est égale une voix. À titre d'exemple, dans les entreprises classiques, c'est celui qui va apporter le plus d'argent, qui va avoir un pouvoir de décision plus important. Là, non, c'est qu'importe ce que les porteurs de projets vont mettre dans l'entreprise, qu'importe ses montants, c'est toujours une personne est égale une voix. Et puis, la troisième aussi valeur, c'est une gestion conforme à des principes de non-lucrativité ou de lucrativité limitée et de réserve impartageable. C'est tout simplement une gestion responsable des bénéfices de la structure. On a tendance à dire, Mélanie, que l'ESS, on a tendance à dire que ce sont les associations d'abord. Non, il y a beaucoup de formes en fait dans l'ESS, des formes de structures. Totalement. C'est vrai qu'on dit souvent l'ESS égale association. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on va retrouver donc différentes structures juridiques. On va retrouver les associations, on va retrouver des fondations, on va retrouver aussi donc des mutuelles. Sur Mayotte, par exemple, il y a la MGEN. Et on va aussi retrouver des sociétés commerciales ayant donc la qualité d'ESS,
Quand on parle de sociétés commerciales, j'entends les SARL, les SA, sociétés à action simplifiée, et les sociétés anonymes. C'est tout simplement qu'elles vont mettre dans leur statut des mentions qui vont justement respecter ces trois principes, ces trois valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, Euh, oui, dans votre document, votre PowerPoint, vous mentionnez l'agrément ESUS. On a vu apparaître. L'agrément ESUS, qu'est-ce que c'est précisément? Parce que ça s'applique aux entreprises, justement, hein. oui, voilà, ça s'applique aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont la possibilité justement d'aller faire cette demande d'agrément. Elle doit répondre à des conditions qui sont effectivement l'utilité sociale, qui vont être aussi un impact significatif donc, sur le territoire. Ça va reprendre aussi la gestion responsable des bénéfices. Et donc, du coup, cet agrément ASUS a été lancé depuis juin donc, 2022 sur Mayotte. Et il y a la possibilité pour les entreprises de l'ESS, en tout cas les porteurs de projets qui souhaitent faire cette demande d'agrément, d'être accompagnés. Et elle va permettre aussi d'ouvrir, ça ouvre droit à des subventions, des aides, mais aussi de montrer donc à la population, aux bénéficiaires et aux clients de ces structures de l'ESS qu'il y a vraiment une forte volonté d'être Une d'utilité démarche, bien sociale. sûr. Ouais. Et cette Voilà. demande, cet agrément ESUS, on peut la demander via la CRES. La CRES peut aider les entreprises Donc, à faire oui, cette on peut demande? Oui. accompagner effectivement à faire cette demande et cette demande est à faire auprès de la DIT. Voilà. Donc, on peut créer une entreprise SARL et être dans l'économie sociale et solidaire, à condition de respecter certaines valeurs et probablement de demander l'agrément ESUS. C'est plus sûr. Il y a une autre structure que vous n'avez pas citée, Mélanie, qu'il faut citer, c'est les coopératives, bien sûr. Les Oui, 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 bien coopératives sûr. sont aussi des entreprises de l'ESS. Oui, oui, bien évidemment. Alors, et à Mayotte, à quoi ressemble l'économie sociale et solidaire à Mayotte? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est 14% des entreprises privées contre 10 en En métropole. métropole, oui. Donc c'est pour ça que je disais on peut se dire justement être des champions. C'est aussi 16% donc, de l'emploi privé. Et on a effectivement une répartition qu'on voit qui est plus importante sur Mamoudzou, mais qui tend de plus en plus à s'étendre sur tout le territoire. Donc là, à l'heure actuelle, on a 290 entreprises de l'ESS qui ont été recensées sur Mayotte. D'accord. Euh, En termes de répartition des emplois, on va retrouver plus de femmes, 60%, donc des salariés sont des femmes. Et ça se voit beaucoup sur les entreprises qui vont œuvrer dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale. Euh, et les structures les plus représentées, en tout cas les domaines d'activité les plus représentés dans ces structures de l'ESS sont effectivement l'action sociale, l'enseignement et les soutiens aux administrations. Très bien. Comment vous expliquez, Mélanie, que cette réussite de l'ESS, 14% de l'emploi privé de Lille est dans l'ESS? Je crois que c'est le chiffre que vous nous donniez. Comment vous expliquez cette réussite de l'ESS à Mayotte? Alors, comme le disait Madame Baraka Aboubakar, c'est que l'ESS est dans l'ADN des Maoris. Euh, Qu'est-ce on que le ça veut voit ne dire ça? serait-ce que par alors, c'est justement par le fait que les, il y a des traditions comme le Chikoa. Donc, le Chikoa, c'est un outil de financement solidaire. On a les Sosoti, les Musada, c'est donc l'entraide. Tout un village, par exemple, va aider pour monter la maison de quelqu'un du village. Les Sosoti, ça va être mutualiser un outil, un bateau, par exemple, pour pouvoir aller pêcher et que chaque personne puisse aller pêcher à son tour. Et tout ça, c'est des principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, la loi du 31 juillet 2014 a permis de formaliser ça. Et quand on rencontre, nous, nos porteurs de projets, il n'est pas difficile de les convaincre de faire de l'économie sociale et solidaire parce que c'est déjà dans leur manière de fonctionner, c'est déjà dans leur manière de penser. Et au contraire, ça vient réconforter leur envie de créer leur entreprise parce que ça correspond à leurs valeurs et leur envie.
Donc après, tout ça, enfin, l'accompagnement va permettre de formaliser ça et de les permettre de lancer leur projet en respectant et en apportant ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors vous nous disiez, Mélanie, il y a un instant que le secteur de l'ESS, qui est probablement le plus représenté à Mayotte, c'est celui de la santé et de la cohésion sociale. Nos deux porteurs de projet ne sont ni dans la santé ni dans la cohésion sociale. C'est aussi une façon de vous montrer que c'est très varié, diversifié. Vous pouvez, vous aussi, si vous êtes porteur de projet, vous dire que c'est possible. On va parler de mécanique et on va parler de tourisme aussi, d'informatique avec nos deux intervenants. Je voudrais juste lire une des interventions qu'on a eues dans les commentaires Facebook que vous nous envoyez puisqu'on est en live. Je vous posais tout à l'heure la question pour quelle cause sociale vous pourriez créer une structure de l'ESS. Racontez-nous un peu vos envies à vous. Et une des réactions, c'est intégrer les personnes en situation de handicap. Voilà, mieux intégrer les personnes en situation de handicap. Ce serait un projet qui pourrait être porté bientôt par quelqu'un, par un Mahorais. El Farouk Adinani, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, vous avez porté le projet Cyrel 976. Je le disais, c'est une structure qui crée des applications web. Vous êtes un ingénieur, développeur informatique, un métier qui est très demandé en ce moment. Pourquoi vous avez voulu faire de l'intérêt général, vous? Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui nous regardent. Eh bien, dans un premier temps, en fait, il s'agissait tout simplement de répondre à une problématique qu'on avait enfin, qu'on a toujours sur le territoire. Là, avec des amis, en regardant les bords de route, on s'est vu, il y avait tellement d'embouteillages. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec nos compétences respectives, donc l'informatique. À ce moment-là, on s'est dit, bah, si on peut créer peut-être une plateforme de covoiturage pour aider les personnes à se mettre en relation entre eux, ça pourrait servir plus ou moins à réduire les embouteillages. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, chiche, allez, on le fait. Et on a donc commencé à créer notre plateforme de covoiturage. Puis petit à petit, on a rencontré la CRES. Et c'est là donc qu'on a découvert le mot économie sociale et solidaire. En fait, comme disait Mélanie tout à l'heure, c'est que dans notre façon donc de penser, de réfléchir donc à comment on va faire les choses avec de la solidarité, c'est déjà un peu comme si ça coulait dans nos sangs. Donc, il restait juste à apporter un nom et un cadrage sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va le faire et comment on va le faire et dans quel périmètre. Notamment, Et, comme nous explique encore Mélanie, qui a l'économie sociale a des règles par rapport au fonctionnement démocratique et tout, et tout. et Cyrel 976, c'est quoi au départ? C'est un groupe d'informaticiens. Vous aviez plaisir à faire des applis et vous vous êtes dit, tiens, et si on en faisait des applis pour Mayotte qui servent vraiment au territoire? C'est ça, exactement. Donc, comme vous l'avez dit, c'était un groupe d'amis. Euh, alors, c'est un Je groupe d'amis. regrette. Maintenant, il n'y a pas que des amis parce qu'on a évolué, donc on a ouvert les portes à plus de personnes, même si l'ambiance est très familiale. Effectivement, au départ, c'était bien le but de créer des applications pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a à notre actif plus de 7 applications pour l'intérêt général. Donc, ça va aller depuis notre première plateforme qui est le covoiturage jusqu'à une application d'information de trafic, jusqu'à Attendez, passer on va les par... voir d'ailleurs, El Farouk. Je pense qu'on devrait pouvoir montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quoique peut-être que l'application de covoiturage, elle est déjà assez connue, je pense, sur le territoire de Mamoudzou. Vous vous êtes installé à Tsunzu, hein? On est installé à Tsunzu, effectivement. En fait, pardon, la plateforme de covoiturage était la première initiative qu'on a lancée, mais aussi la première plateforme de covoiturage à Mayotte. Du coup, Ouais. là, on venait de marquer un petit peu le buzz dans lequel on vient de créer un outil et qui plus ou moins est utile à la population. On le Ouais. voit aujourd'hui avec les statistiques de fréquentation. Et ainsi, ça nous a encouragé à créer encore plus d'autres outils pour justement servir l'intérêt commun. Très bien. Alors, en régie, est-ce qu'on peut nous montrer l'environnement de cette plateforme de covoiturage? On verra après quelques autres projets sur lesquels a travaillé Cyrel, notamment Oui. l'infotrafic maritime.
Ça, c'est Mhm. vous aussi. Alors voici, covoiturage, ça c'est l'appli de départ, peut-être qui vous a lancé, qui vous a donné envie de prendre contact avec la CRES. Après, il y a eu Oui, l'infotrafic maritime, c'est ça? c'est ça. Tout à fait, exactement. Et puis Donc, vous avez travaillé cela, aussi sur des environnements Facebook. J'ai cru comprendre que c'était aussi dans vos habitudes d'aller, au web, donner un peu accès à toute l'île, accès à Facebook, à de la communication. Je voudrais qu'on regarde Mayotte hmm, Go notamment, qui est peut-être une application, oui. une des plus récentes. Oui, tout à fait. C'est l'une des plus récentes, toujours en cours de production. En fait, cette application nous a valu un coup de projecteur, un énorme coup de projecteur sur Cyril parce que c'était le département organisé donc un concours d'innovation. Et sur les 200 participants, si je ne me trompe pas, nous sommes sortis premiers lauréats de ce concours, avec donc l'idée de créer Mayotte Go, qui est une application de réalité augmentée pour découvrir le patrimoine de Mayotte. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le besoin était aussi de se dire que nous-mêmes, habitants de Mayotte, si on a besoin de savoir l'histoire de Mayotte, qu'est-ce qui s'est passé à tel lieu, eh bien, avec cette application-là, on peut avoir des images en réalité augmentée, des photos, des vidéos, juste à partir de son smartphone. Ouais. Alors, on va voir également des vidéos, une vidéo d'une application, une course que vous avez créée, une course de pneus. Ça, c'était pour un client, hein, c'était clairement pour Orange notamment. Vous avez aussi, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Eco Mayotte. On va voir ces images-là. Je voudrais que vous nous expliquiez, pendant qu'on regarde ces images, El Farouk, comment vous financez? Quel est votre modèle économique finalement à chaque fois pour tous ces projets qui sont au service des Mahorais, mais qui ne sont ni Mhm. vendus, vous n'avez pas il n'y a pas d'activité commerciale. Non, il n'y a pas d'activité commerciale. Eh bien, en fait, comme l'expliquait aussi Mélanie par rapport au financement, en fait, quand on va faire de l'économie sociale et solidaire, on a à but donc de faire fonctionner la structure et les projets. Il n'y a pas de redistribution de la richesse. Et concrètement, comment ça va se passer? Par exemple, là, avec la course de pneus, eh bien, il s'agissait de créer un outil pour un client. Là, c'est en l'occurrence Orange et Angalia, et la somme financière qui en est découlée, on a réutilisé ça pour faire fonctionner notre structure et les différents projets en interne. Donc, voici un peu le fonctionnement de l'économie sociale donc, dans lequel nous interagissons. Donc, par la suite, c'est un mode de rentrée d'argent, mais il y a effectivement les aides de l'État avec qui je souhaite aujourd'hui remercier grandement donc, la préfecture qui nous soutient par rapport au projet ECO et au projet donc, qu'on va voir par la suite. Mhm. Et ce projet Eco, alors Eco Mayotte, qu'est-ce que c'est? Là, on voit un peu un visuel, le visuel de la première page finalement d'Eco Mayotte. Qu'est-ce que c'est, Eco? Alors, ECHO est un annuaire des initiatives, mais revenons d'abord aux besoins de pourquoi on a fait cela. En fait, on s'est rendu compte que effectivement à Mayotte, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'activités avec les associations, les structures. Et aujourd'hui, si on se demande, mais qu'est-ce qui se passe comme activité culturelle sur tel lieu, sur Mamoudzou par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une cartographie où tout est listé d'un coup? Eh bien, en fait, non, on n'avait pas ce genre d'outil-là. On a vu que ça existait ailleurs et puis on s'est dit, mais en fait, ça serait carrément adapté aussi chez nous avec les panoplies d'initiatives, d'événements, tout genre qui ont lieu durant toute l'année. Ça serait dommage donc de ne pas les centraliser sur un point d'entrée. On a proposé l'idée à la préfecture qui nous a donc soutenus sur ce projet et aujourd'hui, donc, avec ce projet-là, on a pu donc avoir des postes d'emploi et faire vivre la plateforme ainsi. Et faire vivre, créer des emplois, vous le disiez, et créer des emplois aussi en métropole, puisque vous faites travailler également des graphistes 3D, notamment en métropole. Je voudrais qu'on aille en métropole d'ailleurs avec Moussoali Bakar, qui va nous parler de son projet. Merci beaucoup, El Farouk. Restez avec nous, bien sûr. On discutera encore dans quelques instants. Moussoali, vous avez créé un garage,
un garage solidaire. Alors, vous êtes lauréat du concours Talent des cités de la région dans laquelle vous êtes, c'est la région Auvergne, c'était en 2014, avant la réunion des régions Auvergne et Rhône-Alpes. Le prix vous a été remis au Sénat. On voit la réussite là de ce projet. Félicitations à vous. Déjà, le garage Marteau Solidaire. Marteau, pourquoi il s'appelle comme ça votre garage? Garage Marteau Solidaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, le marteau est un outil indispensable pour tout artisan. Donc, nous avons souhaité le mettre en valeur, tout simplement, et étant donné que beaucoup d'artisans l'utilisent et nous, c'est un outil que nous utilisons aussi dans notre atelier. Et donc, on a fait le choix d'appeler le garage comme ça. D'accord, Voilà. vous vouliez enfoncer le clou, vous vouliez vraiment marquer Exactement. et marteler le nom du garage. Qu'est-ce que c'est un garage solidaire, Moussouali? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet-là? Alors, le garage solidaire, pour ça, savoir qu'à Moulins, on en avait déjà un, mais c'était un garage social qui Moulins, fonctionnait avec… c'est dans votre département, hein, c'est pas très loin de Voilà, 10 heures où se trouve votre à garage, hein. Moulins. Voilà. Et donc, c'était un garage social avec où ça fonctionnait avec des prescriptions. Donc, nous, on a souhaité fonctionner différemment parce que cet ancien garage a rencontré beaucoup de difficultés justement par rapport aux prescriptions. Et on a souhaité fonctionner plutôt comme un garage traditionnel, mais avec des modalités solidaires et un peu de social. Donc, c'est-à-dire qu'on a des adhérents, on a des personnes qui peuvent venir réparer eux-mêmes et du coup, ça nous permet en fait de faire fonctionner le garage et après, on peut effectivement chercher enfin, répondre à des appels à projets. Voilà. Et donc, du coup, nous, les adhérents, en fait, c'est des personnes qui ont des faibles revenus. On a mis un barème qui est de 1 000 euros. Ce qui leur permet donc de payer une adhésion de 20 euros à l'année et puis nous leur facturons que les pièces. Il n'y a pas de main-d'œuvre pour ces personnes. Après, l'autre public, ceux qui sont un peu plus aisés, on va dire, financièrement, qui ont au-dessus de 1 000 euros, on regarde les références fiscales pour être sûr qu'ils répondent bien à cette thématique parce que des fois, on a des personnes qui ont 1 500 euros et quand on regarde les références fiscales, on se retrouve que, au final, il ne leur reste que 600 euros pour vivre. Donc, ils deviennent quand même adhérents du garage pour bénéficier des tarifs réduits. Et donc, les personnes qui ne peuvent pas être adhérentes, donc nous leur facturons pièces et main-d'œuvre. Ce qui permet donc de compenser un peu dans nos activités et ça rentre dans le cadre de la solidarité. Voilà. Le garage Moussouali a ouvert en avril 2022. C'était il y a peu, mais vous avez déjà 3 embauches Oui. dans ce garage solidaire. C'est un garage, donc vous venez de nous l'expliquer, qui applique des tarifs, un tarif social. Donc c'est un tarif préférentiel pour ceux qui ont le moins qui ont une situation un peu plus délicate. Il y a autre chose, il y a des services aussi hein, que vous apportez, des services qui sont finalement des services à la population et qui vont au-delà d'une activité économique. Oui, effectivement, nous, en fait, on permet à tout le monde, par exemple, ceux qui aiment bien réparer, ils peuvent prendre rendez-vous et nous avons un pont à la disposition et ils prennent rendez-vous et ils viennent et ils peuvent réparer. Mais ça reste des petites réparations. Et en plus de ça, nous participons à des événements du territoire, des forums, des associations. On participe à des journées sur l'environnement, sur l'écologie, donc tout ce qui est en lien avec l'environnement écologique ou tout ce qui est en lien avec le lien social et solidaire. On est aussi présent. Donc, ce qui fait que ça nous permet, nous, de faire connaître le garage et de faire découvrir nos activités.
Mhm. Moussouali, vous êtes, je le disais, en métropole, vous êtes mahorais, vous êtes arrivé en métropole en 2006. Vous avez donc décidé de créer votre garage solidaire, votre structure de l'ESS, dans l'Allier, en métropole. Est-ce que c'est envisageable pour vous copier finalement ce projet et de l'implanter à Mayotte? Est-ce que c'est si simple? Tout est possible dans la vie, c'est faisable. Si j'ai réussi avec enfin, le mettre en place en métropole avec les difficultés que j'ai rencontrées, mais j'ai eu des structures et des accompagnements extraordinaires. Je ne pourrais pas tous citer des structures qui m'ont accompagné, mais je me dis si avec cette énergie, j'ai réussi à mettre ça en place en métropole, ça peut se faire à Mayotte. Ça peut se faire à Mayotte et ça peut que aider. Justement, quand on regarde nous nos adhésions, on constate qu'on a là actuellement, ça fait 7 mois que nous avons lancé vraiment l'activité. Nous avons 10 familles mahoraises qui sont adhérentes au garage. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, des familles qui habitent dans les quartiers de la ville, de l'agglomération de Moulins. Et nous avons des adhérents qui viennent depuis Marseille. Donc, enfin, c'est vraiment super loin. Et donc, ce qui fait que donc nous, c'est très encourageant. Et si on veut le mettre à Mayotte, ben, on peut le faire. Mais après, c'est notre secteur que moi, je ne connais pas beaucoup vu voilà, le décalage de temps que Il j'ai y a une depuis. étude de marché à faire, quoi, hein. Il y a une étude de marché à faire, et notamment pour connaître un petit peu les niveaux de vie. Justement, Mélanie, je reviens vers vous, Mélanie Gaonac. À quel point l'ESS mahoraise sert-elle l'évolution, le développement de l'île et des Mahorais, partout dans le monde d'ailleurs? Alors, tout simplement, on sait que Mayotte est département français depuis mars 2011, qu'il y a eu des mesures qui ont permis d'améliorer les conditions de la population mahoraise, mais il reste encore à faire. Et justement, ces entreprises de l'ESS permettent justement d'améliorer ces conditions. Des politiques publiques, l'État, la France par exemple, a augmenté le budget de 2,4 milliards d'euros pour tout ce qui dit les Outre-mer. C'est 11% de plus que 2022. L'Union européenne aussi a mis en place des budgets pour le développement de Mayotte. Donc, il y a des outils financiers qui sont là. Et les entreprises de l'ESS vont pouvoir répondre à ces demandes, à ces besoins. Et moi, ce que je trouve intéressant, hein, dans les exemples d'ailleurs qu'on a aujourd'hui, c'est que on voit bien que l'ESS permet de développer de l'emploi. C'est le cas notamment dans les deux projets qu'on vous présente aujourd'hui, mais ça va bien plus loin. On voit bien que derrière ça, il y a des familles qui bénéficient d'aide. Ça fait travailler, même quand on entendait tout à l'heure El Farouk nous expliquer que le projet informatique, la plateforme pour Mayotte, elle permet de faire travailler d'autres personnes, même en métropole, ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cercle vertueux, j'ai envie de dire, dans le développement des entreprises de l'ESS. Oui, totalement. Ça peut se retrouver aussi à travers des clauses sociales et environnementales. Donc, il y a le dispositif donc, ASR de la CRES de Mayotte donc, qui va accompagner donc, les institutions publiques à insérer ces clauses. Et ces clauses, tout simplement, vont permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de trouver du travail. C'est en 2021, c'est 73 994 heures d'insertion. C'est plus de 47 marchés publics. Donc, il y a une évolution, c'est des structures de l'ESS. C'est aussi la mise en relation entre les institutions, mais aussi les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, le dispositif met en lien ces structures. Donc, les SIAE sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Et, et, tout simplement, effectivement,
on va permettre justement à ces structures de pouvoir se développer et d'intervenir sur le territoire. Euh, El Farouk, Adinani, on parle de la réussite des structures de l'ESS. Juste une question rapide. Comment vous mesurez-vous la réussite de Cyrel 976? Eh bien, depuis qu'on est parti donc de notre plateforme de covoiturage, à la base, on n'imaginait même pas créer même 1 euro avec cette idée-là. Et aujourd'hui, on en est donc à intervenir donc dans les classes pour expliquer aux jeunes ce que c'est donc les métiers de l'informatique. Prochainement, il y a une école de développement informatique qui va ouvrir là, qui va ouvrir à Mayotte, c'est Expernet. Et nous, Cyril intervient en tant que formateur dans cette école. On voit que les différentes initiatives qu'on a pu faire auparavant ont beaucoup d'impact par rapport aussi donc à la population et aux différentes personnes à qui ça pourrait intéresser. Cette réussite-là, on la partage avec toute la population, de se dire que si nous, on peut faire des initiatives de ce genre, eh bien, vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est même le message qu'on véhicule à tous, de tous pouvoir œuvrer ensemble. La CRES est là pour justement nous accompagner. Elle a toujours été là depuis le début. Et puis, je pense que c'est aussi dans des moments comme celle-ci qu'on peut donc faire passer le message que l'économie sociale et solidaire, ça peut être profitable à tous. Est-ce qu'il y a des ingrédients, selon vous, El Farouk, pour développer, et surtout pour qu'une bonne idée, parce qu'on en a tous des bonnes idées pour aider les autres, mais pour que ces bonnes idées soient rentables, soient durables aussi. Ce sont quoi les clés de la réussite finalement dans l'ESS? En réalité, je pense que c'est comme dans toute entreprise qu'on essaie d'entreprendre, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de résilience et de bonne volonté pour pouvoir aller jusqu'au bout et ne pas lâcher. Nombre de fois où tout de même nous avons eu le doute et se dire, tiens, on va abandonner cette plateforme parce qu'elle nous fait perdre beaucoup d'énergie, mais on n'oublie pas le but que ce n'est pas de nous enrichir, mais c'est bien de permettre à la population et nous en premier de pouvoir répondre à un besoin qui est évident pour nous parce que pour reprendre encore une fois cette plateforme de covoiturage, c'est de se dire que les embouteillages, ça n'embête pas que moi. Tout le monde a un peu la vie difficile avec ces circulations. Donc, je pense que les recettes à donner sont juste de la résilience et beaucoup de persévérance pour pouvoir aller au bout de son idée, de son projet. Moussouli Bakar, même question. Quelles sont les recettes finalement de la réussite? Comment on concilie finalement une démarche pour l'intérêt général et la réussite économique? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Oui, effectivement, il faut prendre des précautions, surtout dans ces projets de l'ESS, parce que souvent, comme il l'a expliqué, Monsieur Adinani, on peut démotiver la motivation au début, mais on peut heurter des blocages au milieu. Mais je pense que ce qui peut nous motiver, c'est le pourquoi. Pourquoi on le fait? Pourquoi on veut le mettre en place, ce projet et pour qui? Voilà. Et donc, même si financièrement c'est compliqué, mais ce qui motive, je pense que c'est se dire que si j'aide le prochain, enfin mon prochain, moi aussi je suis gagnant parce que c'est ça le SS. Et comme elle l'a dit, Madame Bonac, nous, Maoris, ça c'est dans notre sens de aider son prochain avant de céder. Donc voilà, c'est ça qui motive. Alors, mais au-delà de la motivation, motivation, comment on fait pour mettre toutes les cartes devant soi pour gagner la partie, j'ai envie de dire? Ah ben, alors, il faut s'entourer, nous, ce qu'on a fait, en fait, il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont dans le milieu depuis un bon moment, qui connaissent les vices cachés, donc qui peuvent donner des bonnes solutions aux problématiques. Ça permet de se stabiliser. Et pour ça, il faut avoir déjà, je dirais, une bonne équipe déjà en soi, avant d'aller chercher des gens à l'extérieur. Et puis, si on a, comme l'a dit, des organismes de l'État qui peuvent aussi financer ces projets, eh bien, ça permet de résister.
Mais souvent, on a des structures qui peinent malheureusement à être aidées ou à trouver les structures pour les aider. Donc, des fois, ça les met en difficulté et ça peut les stopper. Voilà. Je sais que le garage solidaire, Moussouali, participe aussi beaucoup, et vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, au projet plus global du territoire. Le garage est devenu un tiers-lieu, même à Yzeure. Ça aussi, ça fait partie des éléments de réussite, d'être capable d'aller travailler avec d'autres structures, et même plutôt que de travailler, de se mettre en partenariat ou au service d'autres structures. Oui, oui, effectivement. Nous, dans l'agglomération, on a une pénurie, je dirais, de salles d'événements, surtout pour les associations. Donc, du coup, le fait que notre garage est au service des personnes en difficulté, mais aussi des associations, nous avons prévu donc un emplacement où les associations peuvent nous contacter pour venir faire des petits événementiels. Ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être voilà, sur des présentations de projets. D'ailleurs, on prévoit, enfin, on a déjà animé des animations avec des associations, des Euperoses. Le carrefour Où ça social permet, interculturel, vous avez voilà, reçu, je crois, aussi dans le garage des des groupes sapeurs-pompiers. de travail. Les Voilà, on a sapeurs-pompiers, reçu, bien sûr. voilà, on a reçu des sapeurs-pompiers de l'Allier où on les a formés sur le carburant GPL parce qu'on est les seuls du département à avoir l'agrément pour installer les kits GPL qui aujourd'hui est le carburant le moins cher dans le territoire. Et donc, voilà, on fait plusieurs activités, pas que la réparation des véhicules. Et on prévoit aussi d'avoir notre chaîne YouTube où on va mettre à disposition pour les gens qui ont des projets à présenter et les permettre justement d'avoir des subventions ou d'être reconnus voilà, par rapport à leur projet. Ça peut être perso ou associatif. Donc ça va voir le jour normalement au mois de février, donc sur YouTube. Alors, Moussouali, El Farouk, même question à tous les deux. Vous êtes tous les deux bénévoles, encore aujourd'hui, de vos projets, que ce soit le garage Marteau Solidaire ou Cyrel 976. Comment vous envisagez votre implication demain dans ce projet que vous avez porté pour l'intérêt général, mais on sait très bien que pour vivre, il faut se rémunérer. Comment vous envisagez l'avenir? Comment vous envisagez de porter encore ce projet? El Farouk, peut-être pour commencer. D'accord. Eh bien, effectivement, on est bénévole. Je suis bénévole, je suis président donc de Cyrel. Et dans ma vision des choses, c'est de porter donc cette idée-là et ensuite de faire adhérer aux autres personnes ces mêmes valeurs en fait. Et c'est-à-dire que actuellement, Cyrel, donc, c'est de pouvoir avoir autant de salariés, de personnes qui sont à l'intérieur, qui font vivre la structure, qui font vivre toute la mécanique, et que nous, donc, on a juste à avoir nos rôles d'administrateurs sans pour autant être autant impliqués qu'actuellement. À côté, j'ai d'autres activités donc d'entrepreneur que je mène, notamment avec mon métier respectif de développeur logiciel. Et du coup, je vis avec ce métier-là, tout en administrant et en suivant pas à pas l'évolution de Cyrel. Mhm. Moussouali Bakar, même question. Oui, Vous êtes vous aussi bénévole, porteur de oui, projet et toujours bénévole. C'est oui. amené à rester ainsi ou comment Alors vous nous, imaginez l'avenir? oui, nous en fait, on a deux associations et il y en a d'autres qui vont naître dans les années à venir. Et on a une structure mère, une holding. Donc l'idée, c'est que je sois donc le directeur général de la structure mère, qui est déjà en cours de création. Normalement, au mois de mars, je dois être salarié de la structure mère. Donc, il va représenter le garage solidaire, l'association culturelle qui s'appelle Kajma, où on organise des festivals internationaux, donc avec des équipes que je manage comme le garage. Voilà.
Donc, Très après, il y a bien. d'autres structures qui vont arriver et cela va me permettre d'être salarié de la structure mère et soulager un peu la trésor des structures existantes. Très bien. Ça nous dit beaucoup hein, sur ces modèles économiques à inventer, ces structures finalement à créer, à imaginer. Et on voit bien que on ne crée pas un projet dans l'ESS forcément pour se salarier, pour créer son emploi. On le crée aussi pour créer d'autres emplois et on travaille ailleurs. C'est le cas d'ailleurs d'El Farouk. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Euh, Mélanie Gaonac, j'ai une remarque j'ai une question sur qui nous est posée hein, dans le live. C'est comment on vous contacte directement, Madame Gaonac. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les aides qui sont apportées par la CRES. Alors justement, on va prendre un petit moment, quelques minutes pour en parler. Pour réussir dans l'ESS, il faut se faire accompagner, évidemment. Je pense que c'est la base. Et le soutien de la CRES, qui est une jeune CRES, hein, ça fait quoi, 4 ans, je crois, que la CRES Mayotte existe depuis 2016, donc un peu plus de 4 ans, ça fait 6 ans. Quelles sont les missions de la CRES ? Alors, les missions de la CRES, on a, on a 6 missions qui sont de la représentation auprès des pouvoirs publics, donc des intérêts de l'ESS. C'est aussi à l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises. C'est aussi à l'appui à la formation justement des dirigeants, des salariés et des bénévoles des entreprises, donc de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi la contribution à la collecte, à l'exploitation, à la mise à disposition donc, des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'ESS. Donc, on a un observatoire au sein de la CRES de Mayotte. C'est aussi donc l'information des entreprises sur la dimension européenne de l'ESS et l'appui à l'établissement de liens entre ces entreprises et l'État membre et de l'Union européenne. Et c'est aussi dans les collectivités, donc le développement et l'animation de la coopération internationale. Donc, on a des dispositifs, on a les dispositifs d'accompagnement. Souvent en partenariat d'ailleurs avec le département, hein, il faut quand même signaler, le département de Mayotte est partie prenante, bien sûr, dans tous ces dispositifs d'accompagnement à l'économie sociale et solidaire. Effectivement, et tout à l'heure, justement, les porteurs de projets expliquaient qu'il y a des subventions. Par exemple, le conseil départemental, lors de la crise Covid, a entendu justement l'appel des structures de l'ESS et a débloqué 300 000 € pour pouvoir les aider justement lors de cette crise. Aujourd'hui, il y a un fonds ESS, donc un fonds qui permet aux structures de l'ESS justement de pouvoir se développer. Donc, c'est des aides à l'investissement pour 50 000 €, c'est des aides au fonctionnement pour 30 000 € et c'est aussi une aide à l'insertion pour créer de l'emploi dans les structures de l'ESS. Donc, la CRES est instructeur sur ce fonds. Donc via le dispositif SODEFI, et on a aussi donc des dispositifs d'accompagnement. Donc on parlait de Made in USS. Donc effectivement, Made in USS, c'est un dispositif qui va permettre d'accompagner les porteurs de projets et les structures de l'ESS dans leur émergence, dans leur développement et dans leur consolidation. C'est aussi un espace de coworking qui est mis à disposition de ces entreprises, et ce sont des ingénieries individuelles et collectives qui vont permettre aux porteurs de projets de monter en compétences, mais aussi de pouvoir se créer un réseau et de rencontrer les différents autres acteurs de l'accompagnement du territoire. Tout à l'heure, je parlais du dispositif achat socialement responsable, donc qui va permettre d'insérer donc des clauses sociales et de faciliter les échanges entre les institutions publiques et les entreprises qui peuvent répondre à ces marchés publics. On a aussi donc le dispositif TESS. TESS, c'est un dispositif de transition écologique, donc qui va permettre de promouvoir toutes les entreprises qui interviennent dans l'environnement, mais qui va être aussi un dispositif d'appui pour les projets qui sont dans l'environnement, dans le développement durable et dans l'économie circulaire, aux dispositifs déjà présents sur
sur le territoire. Oui. Et on a aussi le dispositif Business OI. Donc, Business OI, c'est un dispositif qui est financé donc, par l'Union européenne et le Conseil départemental. Donc, d'ailleurs, on va pouvoir en parler un peu plus tard, donc, qui va accueillir une délégation de l'océan Indien, donc sur la dernière semaine du Très mois de bien. l'ESS. Voilà. Et donc, qui intervient sur la coopération régionale. Donc, qui va permettre, parce que entre les différents, justement, sur la zone, on a des similitudes, que ce soit au niveau des liens démographiques, sociologiques et historiques. Et on a des mêmes enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et les problématiques de ces régions peuvent être nos problématiques, mais leurs solutions peuvent être aussi nos solutions et inversement. Donc, il y a fortement ce besoin de se créer et de cette coopération. Donc c'est le projet Business OI, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien Euh, co- ça. Combien d'entreprises bénéficient de ces dispositifs aujourd'hui ou chaque année à Mayotte? Alors sur Mayotte, au niveau de l'accompagnement, on est à 280. Je dis des bêtises, excusez-moi. Je vous pose une question Euh, piège aussi peut-être, Mélanie. non, non, Mais je crois que non, non, on est vous aviez quelques chiffres clés à nous présenter. Oui, c'est ça. J'allais vous donner 290, c'est le nombre d'entreprises de l'ESS qui sont sur le Mhm. territoire. Non, il y a 375 porteurs qui sont accompagnés dans la création et la consolidation des projets, donc à travers nos dispositifs. On en a rencontré 626 à travers des actions de sensibilisation, des rencontres avec aussi d'autres partenaires. Et c'est aujourd'hui 20 entreprises qui ont été nouvellement créées sur l'ESS, notamment les premières SIC de Mayotte qui sont la SIC Mayotte Agricop, qui a dans ses parties prenantes donc des agriculteurs qui vont eux amener justement tout ce qui dit leurs déchets alimentaires, les déchets alimentaires, les déchets végétaux, et aussi une structure Avima qui va rapporter ces fientes de poule et qui vont permettre de créer de l'engrais qui vont être réutilisés par ces agriculteurs. Donc il y a un lien environnemental, économique aussi. Et on a aussi la coopérative de la SIC, Copemaille, qui s'est créée, qui a eu cette volonté d'intégrer les salariés dans les prises de décision de la structure, et aussi pour pouvoir continuer à pérenniser cette filière et à la formaliser. Très bien, on le voit bien, la CRES qui est un acteur majeur de la réussite des structures de l'ESS à Mayotte aussi, tout comme le département. On a parlé tout à l'heure de la plateforme de Cyrel, plateforme qui permet un annuaire finalement des initiatives qui ont lieu à Mayotte et d'ailleurs dans tous les territoires de Mayotte. C'est vraiment une carte des initiatives. La CRES a édité également un annuaire, l'annuaire des accompagnements de l'économie sociale et solidaire. Ça aussi, c'est un outil super pour les porteurs de projets. Exactement, parce que cet annuaire fait un état de tous les accompagnateurs techniques et financiers du territoire. C'est-à-dire que pour faciliter ce parcours, donc c'est un travail qui a été fait justement avec ces différents acteurs, ça permet aux porteurs de projets, en fonction de leurs besoins, en fonction de où ils en sont dans leur projet, d'aller rencontrer l'acteur qui vont pouvoir l'accompagner au mieux. Dans ces acteurs, pour ne citer que quelques-uns, un porteur de projet souhaite tester son activité, il va pouvoir aller rencontrer la couveuse ou Djeribou, qui par exemple aussi porte le projet Marraine et moi. Donc ce sont des femmes entrepreneuses, parce qu'on a de plus en plus de femmes justement qui entreprennent et qui vont permettre de créer un lien entre des femmes qui ont déjà créé leur entreprise, d'autres qui sont au début et qui ont besoin d'être coachés, drivés et de se créer du réseau. On a aussi les accompagnateurs pour pouvoir mobiliser le fonds de l'ESS, le fonds ESS du conseil départemental, qui sont aussi dans cet annuaire.
Mhm. Donc, c'est un outil Alors, effectivement qui permet de faciliter le parcours des porteurs de projets, des structures de l'ESS. on a vu le lien il y a un instant. Il y avait 3 liens précisément, et notamment un des liens qui permet de contacter directement Mélanie. C'est puisqu'on répond à la question qui a été posée. Peut-être en régie, hein, je passe un petit message en régie. Ce serait super si on pouvait mettre ces liens dans les commentaires des différents lives Facebook, de façon à ce que nos internautes puissent faire un copier-coller. Ça serait très simple. Les voici. Il y a le lien également des événements dans le cadre du mois de l'ESS. On a encore une Oui, petite minute pour en parler, Mélanie, du mois de l'ESS qui est porté par la CRES à Mayotte. voilà. Donc, effectivement, le mois de l'ESS, c'est l'opportunité justement de donner de la visibilité aux structures de l'économie sociale et solidaire, de voir toutes les initiatives donc, qui sont mises en place. Là, par exemple, si vous regardez donc, sur ce programme, il y a de la sensibilisation donc, le 21 novembre. Donc, c'est un speed meeting sur tout ce qui dit les filières REP et du réemploi. Donc, c'est la thématique de l'environnement. On a aussi. Attention, Mélanie, à votre micro, parce que vous avez vos fiches sur votre micro et on entend très peu votre voix. Du coup, voilà, juste faites attention à ça. D'accord. Et donc, je vais donner aussi un dernier événement qui a lieu le 25 novembre. C'est donc la journée de l'ESS, donc qui est portée par la BGE de Mayotte, donc au pôle culturel de Chirongui. Donc, il y a plein d'événements jusqu'à cette fin de mois de l'ESS. Donc, je vous invite tous à regarder le programme et à aller vers les actions, les thématiques qui pourraient vous intéresser. C'est l'occasion aussi de réseauter et, euh, et de justement de voir ce qui se fait sur notre territoire qui est Mayotte. Et n'hésitez pas à aller à la rencontre des entrepreneurs de l'ESS qui sont près de chez vous. Merci beaucoup à nos invités. C'est ainsi que se termine ce 9e numéro, 9e édition de Oui Mayotte. Merci El Farouk, merci Moussouali. Merci également Mélanie, bien sûr, d'être venue témoigner. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. On était en direct aujourd'hui encore. On se retrouve également en direct pour un 10e numéro très spécial de Oui Mayotte dans un peu moins d'un mois, le 15 décembre. Toute l'équipe vous donne rendez-vous à un épisode vraiment spécial puisque nous serons en direct de la délégation de Mayotte à Paris. Nous pourrons vous faire un peu visiter les locaux. Vous verrez l'antre de la délégation de Mayotte à Paris grâce à nous. Et nous vous aiderons à choisir un métier dans le social. C'est le thème de notre prochain numéro de Oui Mayotte. Merci à tous de votre écoute. À très bientôt. Vous pouvez bien sûr revisionner cet épisode de Oui Mayotte si si vous avez loupé le début, en vous reconnectant sur le Facebook de la délégation de Mayotte à Paris ou du département de Mayotte. Merci à tous.